Combien d'entre vous ont été élevés peut-être comme moi? Ou dans votre famille, il y avait peut-être des mentalités partagées au sujet de l'argent. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Vous savez, peut-être que maman avait une certaine façon de penser, et papa une autre façon de penser. Ma mère et mon père se sont mariés quand ils avaient 22 ans. Mon père a échoué à l'université, et voici ce que son mentor lui a dit. Tu veux gagner beaucoup d'argent? Va t'acheter une Rolls-Royce. Va t'acheter une grosse montre de luxe, une voiture très chère et une maison super chère, et tu seras motivé comme un fou, et tu feras tout ce qu'il faut pour réussir. Et devinez ce qu'a fait mon père. Il est parti sur une grosse montre de luxe, il a roulé en Rolls-Royce, et tous les jours il était en mode « Oh punaise, je dois faire de l'argent !» Ma mère, par contre, a grandi dans un environnement avec un peu plus d'enfants. Elle était très jeune quand sa mère est décédée. Et elle a immédiatement dû aller travailler à 14 ans. Dès ses 16 ans, elle travaillait à Disneyland en tant que mousquetaire. Et elle s'en sortait très bien. Mais tout son argent revenait à la famille. Elle travaillait donc essentiellement sans jamais en bénéficier elle-même. Donc, dans son esprit, chaque biscuit dans la boîte à biscuits comptait. Elle est très attentive à chaque dollar. Imaginez que vous avez grandi dans cette maison. La mère qui dit que ce n'est pas la quantité d'argent qui importe, mais le fait de s'assurer qu'il y a au moins un biscuit dans la boîte à biscuits. Ce n'est pas grave, on peut le diviser en 6. Et le père qui dit qu'on devait créer une cuisine de fabrication de biscuits et tout financer nous-mêmes. Pas étonnant que cette relation n'ait pas duré longtemps. Mon père a fini par épouser quelqu'un qui était ridiculement doué dans le domaine financier. Je pense qu'elle est quelque part dans la salle. Le point de base est le suivant. J'ai grandi avec une psychologie complètement désordonnée en ce qui concerne l'argent. Et ce n'est qu'au milieu de la vingtaine que j'ai rencontré un de mes mentors, qui m'a montré quelque chose que je vais vous montrer aujourd'hui. La substance est la suivante. L'argent est un outil. Rien de plus, rien de moins. Si vous êtes un con, l'argent vous rend plus con. Si vous êtes Mère Teresa, l'argent vous rend plus Mère Teresa. C'est juste un outil. Et voici ce que je sais. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui n'a pas assez d'argent? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas être cette personne. Et non pas que je me sente mal pour elle. Je me dis simplement que cette personne n'a jamais appris ce que je suis sur le point de vous apprendre. Ces gens n'ont jamais compris que leur argent est un outil. Et tout comme une application sur un téléphone, si vous ne l'utilisez pas, vous n'obtiendrez pas de résultat. Ce n'est pas combien d'argent tu gagnes qui importe, c'est ce que tu fais avec cet argent. Donc, je veux que vous écriviez dans vos notes ce qui suit. Il y a eu beaucoup de recherches sur ce sujet. Et vous avez probablement déjà vu quelque chose comme ça, surtout si vous avez déjà rencontré un planificateur financier. Écrivez 5, 15 et 80. 5%, 15% et 80%. Et comme toutes les études le montrent, il est dit que 5% de la population de la planète se sont créés une richesse générationnelle. Et ce n'est pas le top 1%. Quelqu'un qui vaut 5 millions de dollars, qui a remboursé le prêt de sa maison, et quand il meurt, il transfère toute cette richesse à ses enfants. C'est ça la richesse générationnelle. Certains d'entre eux valent des millions, d'autres valent des milliards, mais ce sont les 5%. Les 15%, écrivez-le dans vos notes si vous êtes prêts, ils sont la classe moyenne. Ils ont une maison, ils ont un peu d'épargne, ils prennent quelques vacances et sont à l'aise. Et il n'y a rien de mal avec ces 15%. Mais où pensez-vous que se situent les 80% restants? Regardez dans la pièce. Potentiellement 80% de cette pièce, je ne pense pas, mais potentiellement 80% de cette salle, quand ils seront plus âgés, soit A, doivent travailler pour gagner de l'argent, soit B, sont dépendants du gouvernement ou de leur famille pour subventionner à leurs besoins. 80%. 5% représentent une richesse générationnelle, et ça commence à 5 millions de dollars. Les 15% représentent la classe moyenne. Mes beaux-parents ont 93 et 90 ans. Ils ont une fortune de 1 million de dollars. Ils sont dans ces 15%. Ils ont payé la maison qu'ils ont achetée pour 11 $ il y a 300 ans.
Chaque fois que je parle à mon beau-père, il me dit « Tu vois mes stocks de Ford ?» Il a commencé à acheter des actions Ford en 1948. Quand il a $1, il achète une action, puis 2 actions, puis 3. Mais après, devinez quoi? Il est dans les 15%. Soyez prêts. Je vais vous montrer une stratégie financière pour votre argent. Une très bonne stratégie financière. Je ne vais pas vous dire dans quoi investir. Ce n'est pas mon rôle. Je vais vous montrer des idées de ce que font les meilleurs. Voici donc la première chose que je veux vous montrer. C'est ce que font 80% des professionnels de l'immobilier. 80% des professionnels de l'immobilier, ils reçoivent un chèque de commission et ce chèque va sur leur compte personnel. Mais ce compte personnel n'est pas une SARL ou une société quelconque. C'est juste un compte personnel. Maintenant, je ne vais pas vous demander de lever la main si c'est vous, mais je vais vous dire ceci. Je voudrais vous remercier de payer beaucoup d'impôts. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment que vous payez en trop ce que vous êtes censé payer. Continuez à faire ce bon travail. Alors, quelle est la première règle? Est-ce que je dois avoir une société? Oui ou oui? Personne ne doit quitter cette conférence que si, dans les 30 jours, vous vous êtes constitué une société et que vous êtes propriétaire de votre entreprise et que désormais, vos chèques vont dans votre compte professionnel, pas à vous personnellement. Parce que maintenant, vous avez tous les avantages fiscaux, n'est-ce pas? Laissez-moi vous montrer ce que font les 15%. Je reçois le chèque, il va directement sur mon compte professionnel. Je ne reçois plus de chèque physique. L'argent est juste transféré. Mais il va sur un compte professionnel. Ce qui signifie que maintenant, comme vous pouvez le voir, je vais avoir 3 comptes différents. Je vais avoir mon compte professionnel, je vais avoir mon compte fiscal, et enfin mon compte privé, mon compte personnel. Prenons un chèque imaginaire pour vous montrer où va l'argent. Disons que c'est un chèque de 10 000 $, juste pour simplifier les chiffres. 10 000 $ arrivent sur mon compte professionnel, et la première chose qui se passe est que 3 300 $ de ces 10 000 $ vont directement sur mon compte fiscal. 3 300 automatiquement sur mon compte fiscal. Car certains d'entre vous pensent que lorsqu'ils reçoivent un chèque de 10 000 $, ils ont réellement 10 000 $. Combien d'entre vous sont dans l'état de Californie ou de New York ou au Canada? Là-bas, vous recevez un chèque de 10 000 $ et vous avez de la chance si vous en gardez 4 500. C'est ça la réalité. Maintenant, vous êtes un entrepreneur. Vous possédez votre propre entreprise. Vous allez commencer à prendre des meilleures déductions d'impôts. Vous allez faire plus attention à votre comptabilité. Vous avez probablement votre oncle Larry qui a toujours calculé vos impôts. Arrêtez son service et engagez un expert comptable qui fera plus attention. Donc, 3 300 $ vont automatiquement là. Puis un autre 3 300 $ vont sur votre compte professionnel. Et c'est là que je gère mon entreprise. Un chèque arrive, j'ai du marketing, j'ai des dépenses, j'ai des factures, mes cotisations, tout ce dont j'ai besoin pour gérer mon entreprise. Donc, 3 300 ici. Et ensuite, qu'est-ce qui va par ici? 3 400 $ dans un compte personnel. Maintenant, il semblerait que vous ayez besoin d'un budget maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit un chèque et on commence juste à dépenser l'argent. D'ailleurs, si vous regardez le tout premier tableau, c'est le péché capital. Et c'est ce que font les pauvres. Ils reçoivent un chèque et ils commencent juste à dépenser. On connaît tous quelqu'un comme ça. En fait, plus le chèque est gros, plus ils commencent à dépenser. Et ils ne pensent jamais à réduire leurs dettes, parce qu'ils se disent qu'ils le feront plus tard. Parce que j'ai travaillé si dur et que c'était une transaction si difficile. Donc, je vais me faire plaisir et dépenser tout sur moi, sans compter. Et là, nous connaissons les conséquences financières que vous vous infligez. Voilà, mes amis, ce que font les gens qui prennent soin de leur argent. Maintenant, voici ce que je sais. Regardez ici. Le nombre de clients qui ont fait ça
et que je vois 1 an plus tard et qui me disent « J'ai 15 000 $ sur mon compte épargne, je n'ai jamais eu ça. Mais plus important encore, j'ai payé tous mes impôts. Je suis à l'heure, j'ai de l'argent sur mon compte professionnel. C'est la fin de l'année et mon comptable m'a dit que je devais toucher un dividende. Donc, je vais recevoir une grosse somme d'argent à la fin de l'année. C'est génial! Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime les belles choses. Est-ce que quelqu'un ici aime les belles choses? Vous savez, les voyages en famille, les vacances, les souvenirs, les fêtes, une nouvelle garde-robe, des nouveaux défis? Si vous gardez cette psychologie sans être exigeant ou sans vous donner de la discipline, vous savez quoi? Vous vous retrouverez avec un tas de belles choses et une tonne de dettes. Maintenant, écoutez, il y a des dettes intelligentes et des mauvaises dettes. Et je ne vais pas aller trop loin avec vous sur ce sujet, mais vous connaissez la différence. Une dette de carte de crédit à 19%, c'est une dette idiote. Acheter une maison et obtenir un prêt hypothécaire à 3,5%, c'est vraiment une bonne dette. On connaît toute la différence. Et je veux que vous soyez attentifs. Je veux que vous preniez soin de votre argent. Est-ce que vous avez pris une photo de ça? Vous l'avez capturé? Vous êtes sûr? Vous promettez de le faire? Maintenant, vous voulez savoir ce que font les agents très fortunés? Voilà ce que font les agents fortunés. C'est un peu plus complexe. Je le mettrai sur le grand écran là-bas pour que vous puissiez le prendre en photo. Mais plus important encore, je veux que vous dessiniez tout ça dans vos notes. Reprenez tout ça dans vos notes. C'est ça ce que font les riches. C'est le truc que personne ne m'a appris, jusqu'à ce que Bill Mitchell me prenne à part et me dise « Qu'est-ce que tu fais avec ton argent ?» Et j'étais en mode « Je sais pas, je viens de recevoir le chèque et je vais le verser dans mon compte. Je vais le dépenser comme un fou. Je n'ai jamais de trésorerie et j'étais toujours en difficulté. » Et il me dit « Alors joue à un jeu avec moi. Tu reçois un chèque de 10 000 $. Le chèque de 10 000 $ va sur quel compte? Sur quel compte? Celui de l'entreprise. Et 33% vont automatiquement sur mon compte d'impôt, parce que je ne vais pas vraiment recevoir 10 000 $. Je n'ai que 6 000 et quelques. C'est le vrai montant. Donc 3 300 automatiquement ici. Puis je prendrai encore 3 300 ici. Et au fait, vos coûts marketing ne devraient pas dépasser 10% de votre revenu brut. Donc, un pourcentage de ces 3 300 va aller pour couvrir les frais de vos courriers, votre marketing, vos publicités Facebook, les impressions, les brochures et tout le reste. Pas plus de 10%. Tu as reçu un chèque de 10 000 $. En fait, tu n'as pas eu 10 000 $, mais 6 700. 3 000 ici. Maintenant, je peux payer mon assistant. Et c'est là que ça devient intéressant. Certaines personnes appellent cet autre compte le compte d'investissement. Je préfère le considérer comme mon centre financier. C'est là que l'argent rentre et qu'il est à nouveau divisé. Je ne suis pas un expert financier et je n'essaierai même pas de l'être. Mais je vous donne juste un exemple de ce à quoi pourraient servir ces 3 400 $ supplémentaires. Peut-être que vous avez besoin de faire 2 affaires par mois. Tu te dis que tu as besoin de 4 000 $ par mois pour les dépenses de la maison. Donc je vais prendre, tu sais, 2 000 de mes 3 300 ou 3 400. Et où vont le reste? Vous avez un compte de retraite? Vous mettez de l'argent à la bourse ou dans des obligations ou tout ce en quoi vous croyez? Avez-vous un compte où vous mettez juste du liquide pour acheter de l'immobilier? Pourquoi pas, sur chaque chèque, prendre 5% de chaque chèque pour le mettre sur un compte appelé « Agent pour l'immobilier » et regarder cet argent grossir follement au fil du temps. 2 ans après, tu te dis « J'ai 180 000 $ en liquide sur ce compte. Je devrais aller acheter un duplex. Je devrais acheter un appart 4 pièces. J'ai maintenant l'argent pour faire ces transactions. » Donc, compte retraite, immobilier, compte cash et un fonds pour la scolarité de mes enfants. Et vu qu'on a tous les autres comptes, pourquoi ne pas appeler ce compte le compte fun, le compte plaisir? Vous savez, je vais dépenser cet argent dans des trucs stupides, je le gâcherai un jour sans m'en soucier. Ou encore, je vais prendre cet argent et l'utiliser pour des vacances ou des fêtes. Quelle action allez-vous entreprendre dans les 30 prochains jours autour de cette conversation qu'on vient d'avoir?
Il n'y a pas d'autres informations supplémentaires que vous devez comprendre. Tout est là. Quelles actions vous allez entreprendre au cours des 30 prochains jours et commencer à les prendre dès maintenant.